Hop. Donc d'abord merci à tous d'être présents. On va essayer de présenter le thème de la conférence qui est non pas de présenter un ouvrage mais de présenter la démarche de comment on est arrivé. Ah bah, on nous a attendu, on a dit qu'on attendait la retardataire. J'étais en réunion. Laissez la parole à votre directeur. Bon, je vais le faire rapidement. Donc c'est une proposition qui nous est venue il y a quelques temps. Monsieur Linet, fils de Monsieur Linet, résident chez nous. Et comme vous savez, on fait plusieurs conférences, des fois des conférences en direct, et des fois des conférences faites par une personne. Et là, je trouvais ça sympa au niveau de l'esprit, parce qu'il va vous expliquer comment aussi il a construit. Est-ce que j'ai bien compris, c'était un roman, le premier roman, c'est ça? Donc ça aussi, c'est intéressant à pouvoir échanger dessus. Donc voilà, donc après, je n'ai pas eu le temps de le lire, j'ai eu une petite dédicace, je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Il sera beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Et n'hésitez pas à échanger, surtout, vous savez, les conférences aussi, on est là pour échanger sur le thème, sur comment il a construit le livre, pourquoi. Voilà. Donc je vous laisse faire cette conférence. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Donc voilà, donc l'idée c'est effectivement non pas de vous parler du livre, je pourrais vous parler du livre dans la dernière partie, mais surtout de vous parler du cheminement. S'il y a un an on m'avait dit que j'allais venir présenter un livre que j'aurais publié, ça aurait traité d'affabulateur. Donc l'idée c'est ça. Alors je vais d'abord me présenter. Donc effectivement on est tous le fils de quelqu'un. Il se trouve que mon père est là, et il est résident. Donc je suis très heureux que la première présentation elle se passe ici. C'est fortuit, c'est mes vacances, donc mes vacances je les passe à 7, comme ça je joins l'utile à l'agréable, l'utile étant les vacances. Et donc ça me fait plaisir de le présenter, d'autant que vous verrez dans la construction, il a participé au protocole australien puisqu'il a fait partie de mes correcteurs. Je vous expliquerai ça, la correction c'était quelque chose d'aussi important que l'écriture, et donc ça a été l'un de mes correcteurs. Avec peu de bienveillance, mais c'est moi qui lui avais demandé, et donc ça a permis de réécrire quelques passages. Donc je vais avoir 50 ans, c'est aussi un petit peu la raison pour laquelle j'ai commencé cette écriture. Je vais avoir 50 ans le 20 octobre de cette année, et j'habite en Île-de-France, dans les Yvelines, et je suis kinésithérapeute. L'écriture, on a tous dans nos tiroirs des petites écritures. Il y a 65 millions de Français, on doit avoir 65 millions de poètes qui ont tous écrit des petits, ça commence souvent par là quand on est adolescent, ou des petits romans ou des petites nouvelles inachevées. Pour d'autres, des choses beaucoup plus consistantes. Et l'idée d'écrire un roman est arrivée avec ces fameux 50 ans. J'ai essayé à chaque dizaine de mes anniversaires de faire quelque chose dont je me souviendrai. Dont je me souviendrai quand je serai beaucoup plus âgé. Alors je commence un petit peu à être âgé, mais j'ai encore de la marge, j'imagine. Donc je me souviens très bien de mes 20 ans, parce que j'avais fait quelque chose de particulier. Je me souviens très bien de mes 30 ans, que j'avais fêté avec ma sœur. Vous retrouverez peut-être un peu dans le protocole australien, qui a 5 ans de plus que moi. Je me souviens de mes 40 ans, parce que j'avais voulu faire quelque chose pour mes enfants. Donc mes enfants ont fait du trapèze volant le jour de mes 40 ans. Donc ils s'en souviennent, ils étaient petits. Et puis j'avais demandé à mes parents qui participent à la plantation d'un arbre. Donc j'avais un arbre, j'ai fait des choses comme ça. J'ai passé un permis moto, enfin j'ai fait des choses dont je me souviens. Je ne me souviens pas de mes 39 ans, je ne me souviens pas de mes 41 ans, mais je me souviens de mes 40. Pour les 50 ans, je m'étais dit, bon, il faut renouveler, il faut trouver quelque chose. Alors il se trouve que je barbouille un petit peu, que je fais un peu de peinture. J'avais abandonné depuis une vingtaine d'années la peinture, donc je m'y suis remis il y a 2 ans. Ça, c'est un sujet dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Donc j'ai préparé une expo de peinture pour mes 50 ans. Et puis, j'étais parti un petit peu sur la blague en disant, je vais publier un roman. Alors, je vais publier mon autobiographie. Sauf que deux gros problèmes. Le premier, c'est que je ne suis pas un écrivain, je suis plutôt pas littéraire, je suis plutôt scientifique. Et le second souci, c'est que je n'ai pas grand-chose de très intéressant à vous raconter. Parce que je suis kinésithérapeute, j'ai des patients qui ont des vies tous plus formidables les uns que les autres. Et notamment, j'ai un patient qui malheureusement nous a quittés, mais qui était compagnon de la Libération, qui a quitté la Bretagne pour aller dans le sud, pour passer en Espagne, pour rejoindre l'Algérie, pour rejoindre le général Leclerc, qui a fait le débarquement de la 2e DB. Lui a fait une autobiographie, et c'était plutôt très intéressant. Moi, je n'ai pas de choses comme ça très intéressantes à raconter, donc je me suis dit, ça ne va intéresser personne, même mes enfants, ça ne va pas les intéresser, donc je ne vais pas écrire d'autobiographie. Et puis, chemin faisant, l'année dernière, à 7, j'ai commencé à écrire une petite nouvelle sur un écrivain qui déciderait d'écrire son autobiographie. Vous voyez, il y avait une sorte de mise en abîme, et c'est parti comme ça. Mon père, je lui ai lu quelques extraits, m'a dit, s'en souvient peut-être pas, tout ça c'est à cause de lui, il m'a dit, ah, c'est pas mal, tu devrais continuer.
Bon, et puis, c'était pas encore question d'un roman, puis je me suis dit, pourquoi pas, là j'ai peut-être quelque chose. Donc j'ai effectivement écrit un roman dont le thème, j'en parlerai tout à l'heure, est un écrivain qui écrit son autobiographie et qui a des choses beaucoup plus intéressantes à raconter que moi j'aurais eu à vous raconter. Ça, c'est le point de départ. Comment on écrit un roman? Alors, je me suis dit, je n'ai jamais fait, je vais demander à ceux qui l'ont déjà fait. Il se trouve que j'ai quelques amis qui ont déjà publié des romans policiers, donc je leur ai demandé conseil, et puis la plus grosse partie de mon conseil, ça a été mon ami Google. Et mes enfants me disent souvent, quand j'ai une question, t'as qu'à demander à ton ami Google. Vous avez une question, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Quand j'étais jeune, quand j'avais une question, mon père me disait, t'as qu'à regarder dans l'encyclopédie Universalis, 35 volumes, avec feuille, papier, cigarette, écrit en tout petit. C'était compliqué. Maintenant, on a une chance, on tape sur Google notre question, donc j'ai trouvé pas mal de réponses à mes questions. Et la première chose, pour écrire, c'est au-delà d'avoir l'envie, au-delà d'avoir l'histoire, c'est de se mettre un protocole, j'allais dire justement un programme d'écriture. Pour moi, l'écriture, c'était le soir. C'était le soir, une fois que la journée était terminée, que tout était fini. Je ne regarde très peu la télévision, j'ai cette chance. Donc je me mettais à travailler à peu près à 9h30, 10h le soir, et je m'interdisais de me coucher après minuit. Et j'ai bien fait parce qu'en vacances, par exemple, on ne s'interdit pas, parce que là je suis en train d'écrire la suite, je vous en pas du roman, mais une suite, parce que c'est une drogue et qu'on ne peut plus s'en passer. Et bien là, je n'ai pas d'interdiction et je ne me couche pas avant 2h du matin tous les soirs. C'est un peu plus compliqué quand on travaille. En vacances, on peut se le permettre. Donc, grossièrement 10h, 9h30, 11h30, jusqu'à 2h de travail. Et j'étais parti du principe que j'écrirais tous les soirs. Sauf que la vie fait qu'on a des exigences professionnelles, on a des exigences familiales, on a d'autres activités. Grossièrement, j'ai écrit pendant 5 mois, un soir sur 2 ou un soir sur 3. Mais en s'obligeant à cette écriture. Ça, c'est la manière, c'est la forme. Sur le fond, il fallait une idée. Donc l'idée de ce romancier, c'était assez simple, parce que mon ami principal m'a dit, quand tu écris un roman, il faut que tu fasses des fiches de personnages. Si tu crées un personnage, une petite boulangère qui est mignonne, qui est brune et qui a 25 ans, il ne faut pas que 200 pages plus tard, elle soit grande, blonde et qu'elle ait 45 ans, parce que sinon le lecteur ne va pas te suivre. Or, ça a l'air évident, mais quand vous créez des personnages, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué, parce que bon, vous avez votre propre imagination, mais comme vous écrivez sur une longue période, donc cet ami m'a dit, tu fais des fiches de personnages. Dès que tu as un personnage, tu crées sa fiche, et tu, physiquement, caractère, pour pouvoir qu'il y ait un suivi. Et ça, je ne vous cache pas que ça m'a très rapidement fatigué, j'ai pas du tout eu envie de le faire. Donc j'ai pris l'option de dire que tous les personnages de mon roman existent. Ce sont des gens qui existent dans la vraie vie, mais dont j'ai changé l'idée de prendre des personnages qui existaient, enfin des amis, ma famille, et de les sortir de leur contexte. Donc, par exemple, il y a un personnage qui a 3 enfants, à 90% ce sont mes enfants, c'était pratique. Et j'ai changé tous les prénoms, eux se reconnaissent, parce que ça a été mes premiers acheteurs, eux se reconnaissent, je n'ai pas changé les prénoms des personnes disparues, parce que c'était un petit peu comme un hommage, et je n'ai pas tellement changé leur place dans ma vie, parce que ça m'a permis pour 1 ou 2 personnages de parler d'eux et de leur faire une sorte d'hommage. Donc ça, c'était la première chose, mes personnages, c'était facile. La deuxième chose, c'était la frise historique. C'est vrai que si vous parlez d'un personnage qui s'appelle Christian Josse, si vous parlez d'un personnage qui va raconter sa vie, il faut qu'il y ait aussi une unité et que ça ne soit pas du grand n'importe quoi. Donc j'ai pris 4 feuilles A4, je les ai collées sous forme de la longueur, j'ai fait une frise recto-verso, puisqu'il parle à peu près de ses 30 années d'écrivain. Il s'est retrouvé écrivain par hasard à l'âge de 20 ans, et il va écrire pendant 30 ans jusqu'à cette autobiographie. Et donc j'ai fait une frise sur ces 30 années, et pour mettre les événements, et je me suis servi d'événements de ma propre vie. C'était assez facile, je sais quand je me suis marié, je sais à quelle date j'ai eu des enfants, etc. Non pas pour le personnage, mais pour noyer cette frise historique dans l'ensemble de mon histoire. Une deuxième chose aussi que j'ai trouvé intéressant à faire, c'était d'inscrire cette histoire dans l'histoire de tout le monde. C'est-à-dire que vous retrouverez des événements qui se sont passés. Par exemple, à un moment, il y a une date, c'est en février 2017. Et en février 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une tentative d'attentat ou un attentat, enfin, et un jeune décérébré, plus ou moins islamique, qui a essayé au Louvre, au carrousel du Louvre, de trucider 2 policiers. Je fais référence, parce que ça s'est inscrit comme ça, le roman ne se passe pas dans un imaginaire, il se passe effectivement de manière contemporaine, 2 février 2017, et c'est là où j'ai un petit peu triché, parce qu'il se termine en octobre 2018, donc il n'y a pas nos champions du monde,
dans le roman, puisque je ne le savais pas, mais ça se passe très bien. Donc voilà, c'est une frise historique, c'est des personnages, donc ça c'était important de bien s'inscrire et de ne pas partir un peu n'importe comment, parce que sinon on a tendance à partir un peu n'importe comment. Là, après, on écrit, on part, on a une idée sur un premier chapitre, on écrit, et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure de l'écriture, moi le soir j'étais pressé d'aller écrire pour découvrir l'histoire. C'est-à-dire qu'on crée un personnage qui en amène un autre, et puis une situation, et finalement, à la fin du chapitre qu'on a écrit, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer quelques heures avant. Un chapitre, c'est, pour moi, ça a été l'écriture brute de première, c'est 4 à 5 heures d'écriture. Alors, conditionnement d'un livre. Je ne voulais pas faire un livre de 100 pages, parce que je trouvais que ça était ridicule. Je ne voulais pas faire un gros pavé non plus, parce que je ne m'en sentais pas le courage. Puis j'avais un délai, parce que je voulais qu'il soit prêt pour la rentrée septembre. J'ai accéléré un petit peu les délais, parce que je me suis dit, avant les vacances, c'est sympa. Donc il devait sortir en septembre, je l'ai sorti il y a 15 jours, 3 semaines. Quelle taille? Je suis aussi parti à l'avance sur une taille de chapitre. Il y a 23 chapitres, parce que c'était un petit peu dans l'histoire. Cet écrivain a écrit 23 romans policiers qui ont été un succès, donc une sorte de mise en abîme entre le titre des chapitres et le titre des romans policiers qu'il a censé avoir publiés. Donc je savais à peu près la taille, j'ai regardé quelle taille de chapitre, combien de mots. Aujourd'hui, on ne calcule plus les tailles en fonction du nombre de pages, puisqu'avec les polices traitement de texte, on peut avoir 150 mots sur une page, qu'on peut en mettre 450. On considère, dans la publication moderne, qu'on met 250 mots par page dans un ouvrage normal. On met à peu près 250 mots par page. Donc je me suis dit, bon, il faut combien de pages et tout. Et l'écrivain, Christian Josse, se pose la question, puisqu'il se trouve très rapidement confronté au fait qu'il n'a jamais écrit d'autobiographie, qu'il a écrit toujours des romans policiers avec un petit secret, ce fameux protocole australien. Ça ne lui a jamais posé de problème. Et là, il se retrouve très rapidement, c'est ce qui est dit dans la 4e de couverture, sur l'incapacité d'écrire. Ce qui était la mienne, en fait, en se disant, mais comment on fait? Donc il se documente, et il se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, moins de 40 000 mots, c'est plutôt une nouvelle. Hein, un roman, c'est 50, 60 000 mots. Un best-seller, c'est 70 000 mots. Et puis les gros pavés, les bienveillantes, qui avaient eu le prix Goncourt, c'est 120 000, 130 000 mots. Et pour vous donner des ordres de grandeur, le Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, c'est 26 000 mots. Un roman très court, et pourtant c'est un chef-d'œuvre. Et Les Misérables, c'est 550 000 mots. Voilà, ça vous donne un peu les deux extrêmes. Donc, dans ce roman, il y a 60 000 mots. Voilà, j'étais parti sur 50, 55 000, bon, c'est arrivé à 60 000. Un policier d'Agatha Christie, c'est 45 000, c'est un peu plus court. Voilà. Je voulais écrire un livre aussi qui se lit assez facilement, comme moi j'aime les lire en vacances. Pas un livre où on est obligé de se prendre un petit peu la tête. Je voulais que ça soit assez fluide. Donc tout ça, ça construit l'écriture. Au fur et à mesure où vous écrivez, ça avance. Trouver que l'histoire est bien, mais j'ai eu 2 conseils importants. Le premier, c'est que l'on m'a dit, il faut que des lecteurs ou des lectrices testent au fur et à mesure, parce que quand vous avez l'histoire, vous savez que vous allez raconter que vous allez aller manger à la salle de restaurant, mais vous voulez que ça soit une surprise. Vous l'écrivez, mais vous le savez qu'au bout du compte, vous allez à la salle de restaurant. Est-ce que le lecteur, lui, s'en est déjà rendu compte avant que vous l'écrivez? C'est difficile. Donc j'ai eu 2 lectrices au fur et à mesure, où je leur donnais un peu au fur et à mesure pour savoir si ça fonctionnait. Et puis, deuxième conseil important, et on y vient, c'est sur les correcteurs, c'est sur les corrections. Les correcteurs, c'est très important parce que c'est la vie extérieure. Et cet ami qui a écrit 2 romans policiers m'a dit, il faut que tu aies plusieurs correcteurs. Donc j'ai eu plusieurs correcteurs, j'ai eu 4 correcteurs. Donc la première correctrice est une amie, ancienne professeure de français, qui a fait pas mal de métiers dans sa vie et qui m'a fait un gros débroussaillage. Elle m'a dit, je touche à rien, je te regarde juste les syntaxes, les structures, mais c'est ton écrit, juste les trucs énormes. Et j'avais été très bon en orthographe, j'ai toujours dit que l'orthographe était la science des imbéciles, ça m'arrange. Désolé s'il y a des gens très bon en orthographe. Mais bon, c'est vrai qu'avec les correcteurs et choses comme ça, mais ça m'a permis de faire un petit peu l'écriture rapide et après de retravailler. Donc j'ai eu ces premières correctrices. J'ai eu une deuxième correctrice qui était ma maman, qui était très bienveillante, parce que c'était son fils chéri, son fils préféré, on en a qu'un. Et donc forcément, c'était extraordinaire. Et après ces corrections, j'ai eu l'impression que j'allais avoir le prix Goncourt. Je me suis dit, j'arrête tout, j'arrête le travail, je vais faire vivre de mon roman. Non, plus sérieusement, c'était très gentil, elle m'a fait des corrections. Et puis elle m'a quand même dit de temps en temps, à juste titre, oh, il y a des choses qui sont pas compliquées pour moi. Tu sais, moi je suis une dame de 80 ans, alors il y a des choses un peu compliquées pour moi. Donc j'ai essayé de recentrer pour... Voilà, bon. Puis ensuite, j'ai eu mon papa qui est présent.
Et donc je lui dis vas-y, hein, vas-y, corrige. Et je lui ai envoyé la première partie, je raconte cette anecdote que je ne raconterai peut-être pas ailleurs, mais comme il est là, il pourra vous confirmer. J'ai envoyé la première partie, puis au bout de 5-6 jours, j'avais pas de nouvelles. Alors j'ai envoyé un petit SMS, j'ai dit tu l'as reçu pour l'interrogation? Puis il n'y a pas trop de nouvelles. Puis au bout d'un moment, il dit oui, oui, oui. Je me suis dit mince, ça coince. En fait, non, il était dessus, il était en train de travailler dessus. Et après, il m'a dit bah, envoie-moi la deuxième partie. Et effectivement, c'était assez drôle parce que j'avais des commentaires, je cite, hein, in extenso, j'avais des commentaires du style tu nous prends pour un con. Incompréhensible, déjà dit, répétition, indigeste, vite du bicarbonate de soude. Voilà, c'était à peu près le truc. Bon, il n'y avait pas ça à toutes les pages, mais c'était bien, ça m'a permis, donc ça c'était une correction un peu efficace, ça m'a permis effectivement de reprendre certaines choses, de reprendre des... On a des tics de langage. Moi je ne sais pas quels sont mes tics de langage, souvent je dis aux gens mais donnez-moi mes tics de langage, mais j'aime bien trouver les tics de langage des autres. Par exemple, vous avez une serveuse, c'est très gentil, elle a un tic de langage, elle vous dit, je ne vous dis pas qui, mais vous allez la reconnaître, elle vous dit « je vous le donne » ou alors « avec plaisir ». Elle dit « avec plaisir » à toutes ces phrases et « je vous le donne ». Et bien quand on écrit, on se rend compte qu'on a aussi des tics d'écriture. C'est terrible. Alors il y en a que j'ai corrigé, puis en relisant la 28e fois, j'ai vu qu'il y en avait encore quelques-uns. Je vous laisserai les chercher pour ceux que ça intéresse. Eh bien, c'est bien d'avoir une correction avec... donc j'ai repris. Et puis la dernière correctrice que je m'étais gardée en dernier, c'est une amie qui a 65 ans, qui est à la retraite, qui est une prof de français agrégée, spécialiste de littérature française, qui s'est spécialisée, qui fait plein de cafés littéraires, plein, etc. Donc j'étais un peu inquiet. Et ça a été une très belle correction, elle m'a dit je te corrige ça comme une copie, hein, donc en rouge. On l'a vu ensemble, elle m'a expliqué certaines tournures de grammaire, certaines choses, mais contre toute attente, elle a bien aimé. Elle a tellement bien aimé qu'elle m'a dit quand il sera complètement terminé, tu me le redonneras pour que je te refasse une correction. Elle m'a demandé, en octobre, elle fait l'ouverture de sa saison littéraire, elle m'a demandé de faire le café littéraire, de faire l'auteur invité. Donc, voilà, donc je suis plutôt assez agréablement surpris. Et donc ça fait ses corrections. Quand tout ça, ça a été fait, et c'est là où on a le travail, on pense que c'est terminé. Que nenni, c'est pas terminé. Vous avez un document informatique qui est tout corrigé, qui est prêt. Sauf que ce document, je l'ai appelé version définitive V0. Alors pour aller très vite, je vais vous dire, la version qui est partie chez l'éditeur, c'est la V18. C'est-à-dire qu'entre la version définitive que je pensais finie et celle qui est partie et qui n'est pas terminée, il y a encore, vous voyez, vous l'avez peut-être vu, je barre à la page 77, il y a un mot qui se balade, je ne sais pas pourquoi, je l'ai relu 25 fois, il y a un Étienne qui se balade sur une phrase, donc je le barre. Heureusement, j'ai une autre amie qui m'a dit il n'existe pas de livre sans coquille, donc rassure-toi, il y a encore des coquilles. Mais j'ai eu 17 versions supplémentaires après la V0. Et là, est passé le travail sur le travail d'édition et de typographie. Donc là, j'en viens à comment j'ai écrit. Combien de temps pour écrire le roman? 5 mois. Combien de temps pour le corriger? 5 à 6 mois. Plus de temps pour le corriger que pour l'écrire. Et beaucoup moins de plaisir. Parce que le soir, quand on écrit, chouette, on rentre dans l'histoire. Quand on corrige, l'histoire, on la connaît. On la relit, et on la relit. Et puis on trouve que c'est pas bon, alors on corrige, on machin. C'est beaucoup plus fastidieux. La correction, je pense qu'il faut se mettre un délai, en disant à partir de tel moment, je vais arrêter de corriger. Sinon, on ne publie jamais. Enfin, moi, sinon, j'aurais jamais publié. Parce qu'on a toujours envie que ça soit mieux, on a toujours envie que ça soit correct. Donc il faut se dire à un moment, oui, j'ai écrit d'octobre à janvier à peu près, et j'ai corrigé de janvier à juin. Donc voilà. Ça, c'est les corrections. Ensuite passe l'édition. Donc je vous balance tout comme ça, puis après je répondrai à toutes vos questions. Pour éditer un livre, jusqu'à peu de temps, il n'y avait que 2 possibilités. La première, vous écriviez à Grasset, à Gallimard, à Actes Sud, et vous envoyez votre manuscrit, ce que j'ai fait aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, on ne sait jamais. Et ils me répondent, négativement, mais ils me répondent. Et vous êtes retenu. Alors aujourd'hui, les éditeurs ne prennent plus tellement de risques. Soit vous êtes retenu parce que vous êtes déjà un écrivain reconnu, soit parce que vous êtes une personnalité connue, vous êtes Michel Simès et vous allez faire un livre sur la santé et vous savez que ça allait fonctionner, soit parce que vous êtes un champion du monde et quelqu'un a écrit le livre à votre place, j'imagine, et que ça va se vendre. Donc voilà, soit vous êtes un écrivain reconnu, soit vous êtes une personnalité reconnue, soit, ça arrive aussi, vous êtes un écrivain extraordinaire et on vous sort du lot. Il n'y en a pas beaucoup, je ne fais pas partie de cela, enfin je ne pense pas, mais il faut tenter sa chance. L'éditeur ne prend pas de risque, il se dit que s'il vend moins de 5000 exemplaires de votre livre, il ne gagnera pas d'argent, donc il ne publie pas. Et aujourd'hui, quand vous regardez les publications, hormis les top 15 de l'Express, vous allez voir que pour être un écrivain qui gagne sa vie,
un métier, c'est vraiment très très compliqué. Il y en a très peu hein, qui gagnent leur vie correctement. Il faut mieux être un sportif de haut niveau, on gagne mieux sa vie. Je ne parle même pas de ceux qui vont à Roland-Garros, mais il faut être un bon tennisman, on gagnera mieux sa vie qu'un bon écrivain. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution qui existait, c'est l'auto-édition. En fait, vous allez voir un imprimeur, entre guillemets, vous dites combien ça me coûtera de faire presser, machin. L'imprimeur, il vous dit, mais moi, il faut m'en acheter 300 à l'avance parce que gna 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 gna. Voilà. Et souvent, beaucoup de sociétés se sont installées comme ça, qui vous disent publier, etc. Et c'est des sociétés où vous perdez beaucoup d'argent. Ça coûte. Moi, je pensais qu'il n'y avait que ça. Je m'étais dit, je me fais un budget, tant pis, je vais avoir cet objet pour mes 50 ans. Et puis, il y a une autre solution, notamment cet éditeur, ils sont très peu nombreux, des éditeurs qui font de l'édition numérique à l'unité. C'est-à-dire qu'il m'a dit, moi, je peux vous aider, mais je vais le facturer, ou alors je vous donne tous les outils gratuitement pour faire votre typographie, pour faire votre mise en page, pour construire votre livre, pour construire votre couverture. Et je fais le relais, je vous inscris à l'ISBN, à la Bibliothèque nationale, vous êtes référencé à la FNAC, à Amazon, partout dans le monde, mais il n'y a pas de stock. Si vous allez à la FNAC, ils vont dire oui, je peux vous le commander, mais vous allez l'avoir en un certain temps. Par contre, sur le site de l'éditeur, vous l'avez beaucoup plus rapidement. Et puis, à partir de là, chaque personne, ma sœur qui habite à Villeneuve-sur-Lot, donc qui ne pouvait pas bénéficier du fait que je pouvais lui en donner un, l'a commandé le premier jour sur le site de l'éditeur, l'a reçu au bout de 5 jours, l'imprimeur n'a fait qu'un livre. Maintenant, avec l'impression numérique, on peut faire de l'impression à l'unité, ça ne coûte pas plus cher que d'en faire 500. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et c'est ça qui a permis ce type d'éditeur. Donc, c'est un gros travail, mais c'est un travail assez intéressant, parce que je ne savais pas ce que c'était que la typographie. J'avais par exemple tout corrigé sur mon document, mais je ne sais plus, 500 000 signes, enfin 60 000 mots. Je pensais que tout était bien. Il m'a donné un outil de correction spécial typographie, je l'ai passé, donc ça... 1600 fautes de typographie. 1600 fautes. L'espace insécable, c'est-à-dire l'espace qui ne doit pas être coupé en bout de page, le tiret du 8, le tiret du... Enfin, 1600. Donc après, vous les corrigez, vous les reprenez. Il en reste. Je ne pense pas que vous les verrez. Moi, je les ai vus en passant. J'ai 2-3 retraits qui ne sont pas... mais voilà, c'est aussi un autre métier. C'est-à-dire que je sépare bien, c'était là-dessus que je voulais conclure sur la méthode, je sépare bien l'écriture, et qui est une vraie drogue, où on se retrouve à avoir envie d'écrire, de là toute la partie d'après, qui est une fois qu'on a son document, on en a parlé tout à l'heure madame, une fois qu'on a son document, qu'on a son manuscrit, on est loin de la publication, on est loin du livre. Mais c'est intéressant, mais c'est un autre métier. Voilà. Donc, j'étais content, j'ai envoyé mon truc, on a travaillé avec l'éditeur, tout était prêt, et Banco il me dit, vous allez recevoir le premier exemplaire, qui est cadeau, hein, c'est l'éditeur qui vous l'offre, vous recevez le premier exemplaire, vous recevez votre premier exemplaire, c'est celui-là, donc il est très abîmé parce qu'il passe de main en main. Je le reçois, et puis j'avais un petit détail qui ne me plaisait pas sur la couverture. J'étais un peu embêté. Donc je prends en photo le petit détail, je l'envoie à l'éditeur qui me dit vous avez bien fait, j'en parle à l'imprimeur qui est à Lille. Bah oui, effectivement, ils reconnaissent qu'ils ont eu un souci, gna gna gna. Je dis bah oui, mais moi je veux pas... Non, bref, ça a encore pris 10 jours de retard. Donc en fait, vous avez votre délai et en fait ce retard était important parce que je voulais pouvoir partir en vacances avec, puis j'avais pas mal d'amis qui m'avaient fait des précommandes, donc je voulais l'avoir directement avec une petite dédicace. J'avais 90 précommandes avant de partir, donc j'en avais acheté un petit stock et ben, je voulais pas que le stock arrive avec les défauts, donc on a attendu, etc. J'ai repoussé même un peu mes vacances. Voilà, donc ça c'est pour dire. Alors, sur le livre en lui-même, toujours typographie, je vous dis ça parce que je le regarde comme ça. Cet ami qui m'a donné l'adresse de l'éditeur, qui m'a donné envie d'éditer, de publier, Olivier Bassine, dont j'en parle à l'intérieur, et on était chez le même éditeur, j'ai lu son livre, qui est plutôt pas mal, ça s'appelle Le Trésor de Saint-Denis, qui est une sorte d'enquête un petit peu à la Dan Brown, un peu comme le Da Vinci Code, etc. Enfin, recherche, c'est un ancien journaliste, professeur de français, donc moi je trouve que c'est plutôt bien écrit. Mais, paradoxalement, j'ai eu du mal à le lire, son livre. J'ai eu du mal à le lire, et je l'ai fini parce que c'était Olivier, donc il fallait que je le finisse, mais j'ai eu du mal et je me suis rendu compte que c'était à cause de la typographie. C'est-à-dire que quand je m'arrêtais, que je reprenais son livre, c'était écrit petit, c'est simple. Moi j'ai 60 000 mots et j'ai 280 pages. Lui il a 75 000 mots, presque 80 000, et il a 240 pages. Donc c'est écrit plus petit, c'est plus fin, ce qui fait qu'on... Allez, courage, il faut se relancer dedans. Et ça a été un travail de se dire... L'éditeur m'a dit, vous faites comme vous voulez, l'imprimer en gros caractères. Donc on a fait des tests avec ma fille cadette, des pages où je glissais une page dans un livre et je disais, écoute, alors elle m'a dit, non, ça fait livre enfantin, c'est trop gros. Ah non, ça c'est écrit trop petit. Cherchez les bons caractères. Donc par exemple, là c'est de la police de caractère Garamond en 13,5.
parce que 13, je trouvais que c'était un peu petit, et 14, je trouvais que ça faisait vraiment trop gros. Donc voilà, donc c'est trouver la bonne, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre, et surtout je suis allé voir des best-sellers, les gros livres qu'on vous vend là, pour les vacances, là, les Marc Lévy et les choses comme ça, les Dan Brown, qui sont un peu plus grands, qui sont des gros pavés. Alors ce sont des gros pavés parce qu'ils ont des grosses marges, hein, vous regarderez, ils ont des grosses marges et ils sont écrits gros. Hein. Alors c'est intéressant, c'est agréable parce que vous achetez un gros livre et puis vous avez l'impression que vous avez lu 90 pages en 2 heures, voire en 1 heure. Donc je me suis un peu collé là-dessus, sur la typographie. Le protocole australien. Est-ce que vous voulez que je finisse là-dessus et qu'on passe toutes les questions, ou est-ce que vous avez déjà, ou qu'on passe aux questions sur la méthode, ou est-ce que je vous fais la petite présentation pendant 5 minutes et puis après on... S'il y a le prix d'afficher sur la couverture. Il y a le prix d'afficher, bah oui, il y a le prix d'afficher sur la couverture. Alors ça c'est drôle, c'est la constitution du prix, mais c'est une bonne question. Il est à 23 €. En fait, l'éditeur c'est une maison d'édition finlandaise, surprenant, hein. Finlandaise, vous voyez, je ne sais plus où c'est, première page, Atravanta, Tampere, Finlande. Imprimé en France, certificat vert, machin, etc. Donc je pense que c'est, et je ne l'ai jamais eu au téléphone, j'ai toujours eu par mail, très réactif. Je pense que c'est un éditeur qui doit être marié avec une Finlandaise, j'imagine, hein, on est romancier, alors on peut imaginer, qui vit en Finlande et qui a trouvé un super filon. En plus, en Finlande, ma compagne m'a dit que fiscalement c'était quand même beaucoup plus intéressant qu'en France. Et donc, mais il travaille avec un imprimeur français, des distributeurs, etc. Le prix, une fois que tout a été fait, il m'a dit je vous propose le choix entre 2 imprimeurs. Cet imprimeur-là ou celui-là. Celui-là, tels sont les avantages. Bon, bref, je choisis l'imprimeur, celui-là. Il me dit avec cet imprimeur, l'ouvrage, je peux le faire à 22,50 €. Prix public. Mais vous le faites comme vous voulez. Je vais écoutez, il y a 23 chapitres, mettons-le à 23 €, hein, ça fera 1 € par chapitre, hein, je trouve que ça se vend bien, ça fait un peu plus 6 € les 100 grammes, parce qu'il y a 375 grammes, finalement c'est bon. Donc c'est pour ça le prix 23 €. Mais vous verrez, il y a une petite surprise, je vais vous en parler dans 5 minutes. Donc 23 €, c'est le prix d'un bouquin, c'est entre 19 et 25 € quand on voit. Et puis bon, c'est vrai qu'on n'est pas à 1 € près, et je voulais pas avoir besoin de rendre des centimes, faire un 22,99 ou des choses comme ça. 23 € c'est facile, j'ai plein de pièces de 2 €, j'ai plein de billets de 5, on rend la monnaie facile. Bon, ça c'est la première chose. Alors le roman lui-même, la 4e de couverture c'est important, dans les vrais éditeurs c'est l'éditeur, c'est disons une équipe qui fait la 4e de couverture. Là il fallait que je fasse une 4e de couverture. 4e de couverture, il ne faut pas que ça soit trop un résumé du livre, mais il faut aussi donner envie. Alors, il est dit Christian Josse, écrivain de romans noirs à succès, décide à la veille de ses 50 ans de se livrer sans filtre à travers une autobiographie. L'enthousiasme né de ce nouveau projet sera de courte durée et fera place à la difficulté de se raconter. Lorsque sa propre vie commence à ressembler à l'un de ses polars, il est déjà trop tard pour faire marche arrière, tout doit être écrit. C'est un peu l'idée du bouquin, c'était un peu mon idée en disant je vais écrire une autobiographie, bah oui mais je ne sais pas faire. Il y a une sorte de mise en abîme, il y en a plein dans le livre, et de parallèles. Le livre se décompose en 23 chapitres puisqu'il va reprendre chaque titre de chapitre et le titre d'un des livres qu'il a écrit. Et donc il y a une sorte un petit peu de confusion entre le titre du chapitre et à la dernière page où vous avez la table des matières, vous avez le chapitre, alors par exemple au hasard, le chapitre 8 qui s'appelle Inventaire. Il est à la page 71 et vous avez entre parenthèses la date 1998 qui est la parution du roman policier Inventaire que Christian Josse a écrit dans le roman. En vérité, Christian Josse n'existe pas. Ensuite, petite chose qui me... Je ne sais pas si ça vous fait ça, si, quand vous lisez, parfois on est dans un livre, et je souhaite que ça soit comme ça avec celui-là, on est tellement imprégné dans le livre, on suit tellement le personnage, on a envie de savoir ce qui se passe, que ce soit un gentil ou un méchant d'ailleurs, hein, on a une sorte d'empathie, une sorte de syndrome de Stockholm avec les personnages du livre, que lorsque le livre est terminé, qu'il est fermé, il y a une petite déception. Il y a une petite déception parce qu'on se sent exclu. C'est-à-dire que le livre vous a sorti, le livre, non, c'est terminé, tu retournes à ta vie, c'est fini, t'es plus dans le livre. Ah oui, mais moi je voulais y rester un petit peu. Eh ben non, il y aura une suite, eh ben non. Ah oui, mais... Alors on peut le relire, c'est vrai qu'on peut le relire. Mais bon, c'est bien, mais il y a un petit goût de déjà... Alors on est un peu frustré. Cette frustration, moi je la ressentais aussi sur certains films. Maintenant tout est en streaming, mais il y a eu une période où entre la télévision, les cachettes VH7 et le streaming, on a eu des DVD avec des films. Et dans le film
vous avez le DVD, vous sortez du film, vous dites ah, c'était bien, on est encore un peu dans l'ambiance, il y a le générique de fin, et on a envie de rester. Alors on va dans les bonus, et dans les bonus vous avez les scènes coupées, vous avez l'interview du réalisateur, et vous avez l'impression d'être encore un peu dans l'univers du livre. Eh bien, dans le protocole australien, j'ai cherché comment je pouvais faire. Eh bien, lorsque le livre se termine, il se termine par le mot fin, je voulais mettre le mot fin. Et puis juste après, vous avez les remerciements, vous avez les personnages, et vous avez le making-of. C'est-à-dire qu'il y a encore un petit bout de roman, où en fait, l'idée c'est de vous donner un petit plus. Alors celui-là est gratuit, hein, 23 €, 23 chapitres, et je ne le facture pas le making-of. Vous avez un petit plus pour essayer de... Alors c'est aussi un roman, mais vous avez quelques pages pour essayer de vous remettre un peu dans l'ambiance. Alors la question que vous ne m'avez pas posée, je vais tout de suite vous répondre. Il n'y aura pas de suite avant longtemps, puisque l'histoire se termine en octobre 2018. Nous ne sommes même pas encore en octobre 2018, donc laissez-moi le temps qu'il y ait des choses qui se passent, et peut-être qu'il y aura une suite. Aujourd'hui, j'ai commencé il y a 2 jours à écrire un second roman, parce que on va s'arrêter au premier. Ce n'est pas du tout une suite.